Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e webinaire sur le nettoyage des grains. Je suis Catel Crépon, je suis responsable du pôle stockage des grains à Arvalis et c'est moi qui animerai ce webinaire aujourd'hui avec l'appui de Christine Barr, chef du service qualité valorisation d'Arvalis, et avec l'appui technique d'Isabelle Decroc, notre assistante. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser à la place du nettoyage dans la lutte contre les insectes des grains stockés. Vos 3 interlocuteurs pour cette session sont tous 3 ingénieurs au pôle stockage des grains. Par ordre d'apparition à l'écran, nous aurons Jean-Yves Moreau, qui dans notre équipe est responsable des formations auprès des agriculteurs et des organismes stockeurs. Marine Cabacos, également au pôle stockage des grains, qui est en charge des projets relatifs à la lutte contre les ravageurs. Et pour finir, Amélie Tanqui, que vous connaissez bien puisqu'elle a participé aux 3 derniers webinaires, ce qui s'explique par le fait qu'elle est en charge dans notre équipe des projets relatifs au nettoyage des grains. En termes de programme, nous aurons 3 interventions. Une première sur l'impact du nettoyage sur les conditions de conservation. Une deuxième intervention qui explorera le positionnement du nettoyage dans la lutte contre les insectes, en curatif ou en préventif. Et enfin, en dernière intervention, nous verrons le rôle du nettoyage sur la réduction de la teneur en résidus d'insecticides. Bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer cette journée donc par une intervention sur les conséquences de la ventilation, sur les conséquences du nettoyage par rapport à la ventilation, excusez-moi. Au niveau de la structure de mon intervention, ce sera une intervention qui sera en 3 points. Donc, je vais commencer par les mécanismes de ségrégation des particules et pour ça, je vais m'appuyer sur une publication de Gian et al. Ensuite, il y aura un deuxième point sur la ventilation et les teneurs en impuretés sur maïs. Donc là, on est aussi sur des articles bibliographiques publiés par Gramma et al. Et puis par Cardozo et al. Et enfin, derrière, troisième point, je vais faire un point sur le nettoyage du blé et les performances de la ventilation. Et là, ce seront des résultats qui sont issus d'essais d'Arvalis qui ont été réalisés, certains en 2013 et d'autres en 2023, en fin d'année dernière. Pour commencer, la ségrégation des particules lors de la manutention. En fait, c'est ce qui va provoquer, c'est ça qui est à l'origine de l'hétérogénéité de la répartition de l'air, donc de la ventilation au niveau des grains. Ces mécanismes de ségrégation en fait sont multiples et sont complémentaires. On peut en citer 4 principaux. Une ségrégation qui va s'établir par la trajectoire. Les grosses particules étant plus lourdes vont partir plus loin, donc on va avoir une ségrégation. Les fines et les grains cassés, ainsi que les petites graines, on va avoir tendance à se concentrer au centre de la cellule. On va avoir aussi des ségrégations qui vont se faire par fluidisation, c'est-à-dire que les grosses particules légères, comme les balles et les poussières, vont être entraînées par les flux d'air qui vont être générés par la chute de grains et vont avoir tendance à s'accumuler sur le côté. On va retrouver une ségrégation qui est dite par tamisage, qui va se produire lorsque le grain s'écoule sur le haut du tas. Les petites particules vont s'encastrer entre les grosses au point d'impact et les grosses vont avoir tendance à s'écouler sur le bord. Et puis, on a de la ségrégation par impact. C'est-à-dire qu'on va avoir une ségrégation qui va être causée par la collision des particules. Les particules de petite paille peuvent être projetées lors de l'impact et leur répartition sera alors plus large. Ces 4 phénomènes sont parfois contradictoires, mais en fait, ils vont interagir. Et il en résulte en général une concentration des petites particules denses au centre et une répartition des grosses particules légères en périphérie. Les résistances à l'écoulement de l'air vont donc devenir hétérogènes, ainsi que la répartition de l'air pendant la ventilation. Il y a une publication, entre autres, de Bartosik et Mayer en 2006, qui ont mesuré des flux d'air entre la périphérie et le centre d'une cellule de maïs, avec un écart de flux d'air, donc de débit d'air, de l'ordre de 74%. Avant de repartir sur ces publications et pour que tout le monde sache de quoi on parle, j'ai souhaité définir les indicateurs utilisés. Donc la vitesse d'air, c'est relativement simple, c'est la distance parcourue par l'air sur un temps donné. Le débit du ventilateur, ce sera le volume d'air qui va être déplacé par unité de temps.
on a un lien entre le débit et la vitesse d'air. Le débit, c'est la vitesse fois la section de passage de l'air, ce qui permet de faire des mesures de vitesse d'air et de recalculer des débits derrière. Le débit spécifique d'un ventilateur, c'est le débit qui va être fourni par le ventilateur quand il est en régime établi, et ce débit va être divisé par le volume de grains qui va être refroidi par ce flux d'air. Cette grandeur permet de comparer la performance des ventilateurs indépendamment de la taille du silo. Une quatrième notion, c'est la pression statique. Alors la pression, c'est toujours une force par unité de temps. Cette pression statique correspond à un niveau de pression sans déplacement d'air. C'est ce qu'on va retrouver dans un pneu de voiture, par exemple. Et cette pression statique, elle va en fait conditionner le fonctionnement du ventilateur parce qu'elle va permettre de compenser les résistances à l'écoulement de l'air dans un circuit. Le ventilateur va monter en pression et il va arriver à son régime établi. Et derrière, il y a une dernière notion, ce sont les pertes de charge. Alors les pertes de charge, elles vont correspondre en fait à la perte d'énergie par frottement que va subir l'air dans le circuit. En général, ces pertes de charge sont exprimées en équivalence de pression statique. Et elles vont être proportionnelles au carré de la vitesse de l'air et à la distance parcourue. Donc premier point de cette, deuxième point, c'est l'effet des brisures sur les pertes de charge et les répartitions de l'air dans du maïs grain. Donc c'est un essai qui a été fait à partir de maïs. Donc pour pouvoir répéter les opérations, il y a une caractérisation des brisures qui a été faite par tamisage. Donc on va se retrouver avec un maïs témoin qui va être nettoyé par tamisage sur un trou rond de 7,1 mm. Et ensuite, les brisures qui sont extraites vont être classifiées par taille. Donc on a une taille qui va être comprise entre 6,4 et 5,6, ensuite 5,6 et 4,8, 4,8, 4 mm, etc. Et par rapport à ces tailles, on va être amené à définir des grades dans cette application. Donc le grade 1 correspond à la fraction 6,4, 5,6. Le grade 2, ce sera le grade 1, donc ce sera taille 1 plus la taille 2, hein, et ainsi de suite. Donc on va arriver jusqu'au grade 7, où le grade 7, en fait, va correspondre à l'ensemble des fractions des brisures qui étaient présentes, qui sont normalisées et qui étaient présentes dans le maïs initial. Pour voir l'impact de l'incorporation de ces brisures sur les pertes de charge, on va les incorporer dans du maïs propre à hauteur de 1, 3, 5, 7 et 10%. Et on va mesurer derrière les pertes de charge qui sont associées. Donc ici, vous avez les résultats. Donc vous avez 10 niveaux de débit spécifiques qui sont représentés par les points qui sont à l'horizontale ici. Et on voit que pour chacun de ces 10 niveaux, on a un classement en termes de perte de charge, donc qui sont en abscisse, où on a un classement grain propre qui va représenter des pertes de charge relativement faibles. Et plus on va augmenter le niveau de fine dans ce maïs, plus les pertes de charge vont augmenter. Et ça, c'est répétable, quel que soit en fait le débit spécifique qui va être amené derrière. Alors ces résultats sont obtenus sur une colonne de 24 cm de diamètre et sur 50 cm de hauteur. Donc on est sur de l'essai laboratoire. Ce qu'on note, c'est que le niveau de perte de charge augmente avec la proportion de fine présente dans le maïs. Et lorsque le niveau de perte de charge augmente, le débit fourni par le ventilateur diminue suivant la courbe caractéristique de ce ventilateur. Deuxième chose qui a été mesurée dans ce type d'essai, où en fait on va regarder le niveau de perte de charge en fonction de la présence de fractions les plus fines, d'où cette notion de grade qui a été définie tout à l'heure. Là, on regarde pour le pourcentage, pour différents niveaux d'incorporation des brisures. En fonction du grade, on va regarder ce qui est défini comme le clean core multiplier, c'est le ratio des pertes de charge du maïs avec incorporation de fine sur les pertes de charge du maïs propre. Donc c'est le ratio entre perte de charge maïs propre et maïs entre guillemets sali. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que quel que soit le pourcentage de fine, on a un classement qui est toujours dans le même ordre, qui va être amplifié. On va augmenter les pertes de charge pour un niveau de fine donné. Plus on a incorporé des fractions fines de ces brisures dans le maïs, plus le niveau de perte de charge va augmenter, donc plus on va avoir de perte de charge. Le niveau de perte de charge augmente avec le taux d'incorporation, mais aussi avec la présence de fines. On voit bien que les pertes de charge, plus on va en incorporer en termes de pourcentage de ces brisures, plus on va avoir des niveaux de perte de charge qui vont être élevés.
Cette augmentation peut être importante, hein, ça va varier à quelque chose de l'ordre de 10% quand on incorpore 1% de fine, jusqu'à un ratio de 2,5 ici, c'est-à-dire une augmentation de 250% des pertes de charge, potentiellement. L'étude des pertes de charge générées uniquement avec les fractions fines ou les grades reconstitués confirme ces résultats. Une publication de Sieben Morgan en 1987 montre des résultats du même type sur du riz, hein, avec une augmentation de 1% des concentrations en fine, lorsque les pertes de charge, quand on augmente de 1% les concentrations en fine, les pertes de charge augmentent de 0,87%. Donc c'est sur le maïs, mais c'est aussi répétable sur d'autres céréales. On a fait des essais chez Arvalis pour faire des mesures donc, de débit, de pression et de vitesse d'air sur notre station. Donc on est sur des cellules de la plateforme métier du grain, qui sont des cellules qui ont une capacité de 50 tonnes. Donc il y a eu 2 lots qui ont été passés en 2013 et un lot qui a été passé en 2023. Les lots étaient sales. On a fait des mesures avant nettoyage, après nettoyage, et on a fait en fait des mesures de vitesse d'air pour aller recalculer les débits sur les tuyaux d'alimentation en air de ces cellules pour la ventilation. On a fait également une mesure de pression statique sous le cône, parce qu'à l'intérieur c'est un venticône, pour mesurer les pertes de charge globales retenues dans cet essai. Alors, pour commencer, la caractérisation des lots de blé avant et après nettoyage. Donc, vous avez ici le lot 1 et le lot 2, ce sont des essais de 2013, où vous voyez les teneurs en impureté sont relativement faibles au démarrage. On passe de 1,93 à 1,80, donc une réduction de 7% des impuretés. Pour le lot 1 2013, on passe de 3,48 à 2,94, donc une réduction de 18% pour le lot 2 en 2013 aussi. Et l'essai qui a été fait en 2023, à l'automne, on était à 2,25 au démarrage et on arrive à 1,73. On remarque que globalement, on a une réduction forte des balles, hein, parce que là, on est en rapport massique et ça fait beaucoup de balles. Et c'était principalement des problèmes de balles qui étaient présents. Alors, pour vous repositionner dans l'espace, ces essais, on a fait des mesures donc dans la tuyauterie pour mesurer les vitesses et donc les débits et les débits spécifiques du ventilateur, mais on a fait également des mesures sur le haut du tas de grains pour mesurer l'hétérogénéité des vitesses d'air dans la masse de grains. Et ça sur 2 diamètres, donc un diamètre avec des points qui vont de 1 à 7 et un autre de 8 à 14. Ces points sont espacés de 20 cm du bord pour le premier, 60 pour le deuxième, 120 pour le troisième, et un quatrième point qui a été fait au centre de la cellule, et ça sur les 4 rayons. Les résultats de ces vitesses d'air qui ont été réalisées sur le haut du... Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a une zone sommitale dans cette cellule qui se situe à peu près dans cette zone-là, donc entre les points 2 et 3, et le bas de la cellule se situe plutôt entre les points 7 et 14, hein, dans cette zone ici. L'hétérogénéité des vitesses d'air avant et après nettoyage est représentée sur ces 2 graphiques. Donc on va retrouver les 2 axes du point 1 au point 7 ici et du point 8 au point 14 ici. Je vous rappelle, le sommet de la cellule se situe au niveau des points 2, 3, hein, donc quelque part par ici, et le bas de la cellule, je ne l'ai pas représenté, sinon c'était un peu brouillon, va se situer entre les points 7 et 14. Donc on est sur cette zone, sur ces zones de vitesse là derrière. Ce qu'on voit avant nettoyage par rapport à après nettoyage, c'est que l'hétérogénéité des vitesses, donc on est sur la même échelle, va être fortement réduite par l'effet du nettoyage. Donc on va améliorer l'homogénéité de la répartition de l'air dans le grain. Ça veut dire qu'on va limiter les zones qui sont peu ou mal refroidies par la ventilation du fait de cette hétérogénéité initiale. On a regardé l'incidence du nettoyage sur les pertes de charge générées par le grain, donc exprimées en pression statique. Sur les essais de 2013, les 2 de gauche, on a une réduction de la pression statique sous le cône de 3,8 et de 6,3% sur ces 2 essais-là. Sur l'essai qu'on a fait en 2023, on était sur 3% de réduction de la pression statique. Les pertes de charge, elles sont générées par le frottement de l'air lorsque l'air circule dans le circuit. Et en fait, elles vont constituer une dissipation de l'énergie. Donc, plus on va baisser ces pertes de charge, meilleur on va être d'un point de vue efficience énergétique. À noter qu'en contrepartie
de ces pertes de charge. Le ventilateur, lui, pour les compenser, il monte en pression. Et lorsqu'un ventilateur monte en pression, il va chauffer l'air avant de le faire pénétrer dans le grain. Donc on va être aussi pénalisé par ce côté réchauffement de l'air au niveau de la ventilation et en termes de faisabilité des paliers de ventilation. On a mesuré donc les vitesses d'air pour recalculer les débits et les débits spécifiques. Et ce qui nous intéresse, c'est de regarder l'évolution du débit spécifique, donc avant, après. Sur les deux essais, enfin sur les trois essais, on note au niveau de la conduite des débits spécifiques qui augmentent de 4,4%, de 11,4% et de 8,1%. Ce débit spécifique va nous permettre d'apprécier la durée de ventilation nécessaire pour refroidir l'ensemble de la masse de grains. Donc un gain de débit spécifique, ça veut dire une durée réduite en termes de ventilation. Le ventilateur, pour un même travail, fonctionnera moins longtemps. Les incidences des nettoyages sur les autres grandeurs. Alors, les débits, donc on a l'O1, l'O2, l'O3, avant nettoyage, après nettoyage, et on a ici le gain de débit qui est exprimé en pourcents. Donc on a des gains de débit qui sont de 2,5% pour le lot 1, 7,2% pour le lot 2 et 2% pour le lot 3. Au niveau du PS, le fait d'avoir passé le blé sur le nettoyeur séparateur, on est sur un gain de PS de 1%. On est en pourcent, on n'est pas en points. 1% ici, on a 2,4% de gain de PS pour le lot 2 et 3,9% pour le lot 3. La masse en tonnes, donc l'évolution en masse, en fait, elle va correspondre au fait d'avoir retiré des issues de nettoyage, ce que j'ai appelé des freintes dans mon tableau. On est sur des niveaux d'issues de nettoyage de 0,8%, 1,5% et 2% sur ces passages de nettoyage séparateur. D'ailleurs, on a évidemment recalculé le volume en grains. Donc le volume après nettoyage représente 98,2% du volume initial pour le lot 1, 96,2% pour le lot 2 et 94,4% pour le lot 3. Donc on a un gain de place qui est associé au fait qu'on a retiré ces impuretés. Et je vous rappelle, ces lots étaient particulièrement garnis en balles, donc ça fait du volume. Donc on voit bien sur le volume qu'on a un gain de volume en termes de stockage. Donc si on récapitule ces différentes informations, on peut noter que la présence d'impuretés génère des pertes de charge. Plus la taille des impuretés est petite et plus ce phénomène est marqué. Le nettoyage des grains permet de réduire les pertes de charge d'un circuit et donc d'améliorer l'efficience énergétique de la ventilation. Le débit spécifique de l'installation augmente, réduisant de fait les durées de ventilation. Et même en l'absence de nivellement du tas de grains, l'homogénéité de la répartition des flux d'air s'améliore dans le grain. Et enfin, il est probable qu'un effet taille des stockages existe et entraîne des différences de perte de charge et de débit d'air plus importants dans les installations de plus grand volume. Bonjour à tous. Donc maintenant, nous allons discuter du positionnement du nettoyage des grains dans un itinéraire de lutte au stockage. Et nous essaierons de répondre à la question, finalement, ce levier qu'est le nettoyage, est-ce une méthode de lutte préventive ou bien une méthode de lutte curative ? Alors, ces dernières années, les itinéraires techniques mis en œuvre au stockage sont marqués par divers enjeux, aussi bien sociétals, sanitaires, réglementaires. En particulier, les contrats de vente rejettent toujours toute présence d'insectes vivants dans les lots lors des livraisons. Et dans le même temps, on a une demande qui augmente pour des denrées sans résidus d'insecticides. En effet, les consommateurs s'inquiètent en fait des effets négatifs que pourrait avoir la présence de résidus dans leur alimentation. On connaît aussi très bien les risques encourus par les opérateurs qui appliquent ces traitements, en particulier s'ils sont mal protégés. Et en plus, la liste de substances actives encore autorisées pour le traitement des locaux de stockage ou bien pour le traitement des grains stockés, s'amenuise au fil des années. Ce qui fait qu'en général, on mobilise souvent un même mode d'action sur les insectes, ce qui va aussi favoriser l'apparition de résistance chez ces derniers. Et cela a pour conséquence d'éventuellement faire baisser l'efficacité de ces traitements appliqués. Donc tout ce contexte amène les stockeurs à se tourner vers de nouvelles stratégies de limitation des risques d'infestation dans leurs silos. Et du coup, leur intérêt grandit pour des leviers de lutte qui jusque-là n'avaient pas encore été explorés ou qui avaient été délaissés, peut-être parce que effectivement, on avait d'autres solutions jusqu'ici.
Dans le commerce, on voit différents labels et certifications qui cohabitent et qui en fait portent différents seuils de restriction quant à la présence, quant à la teneur en résidus dans les produits. La première catégorie concerne les produits issus de l'agriculture biologique, ce qui en fait garantit aux consommateurs l'absence de traitement phytopharmaceutique depuis le champ jusqu'au silo. Ensuite, on a une deuxième catégorie de produits qui portent une étiquette zéro résidu à la détection. En fait, c'est un zéro relatif puisqu'il respecte des cahiers des charges avec des seuils plus bas que les seuils réglementaires conventionnels. Et enfin, on a une dernière catégorie de produits, en fait, sans résidus, mais sous-entendu d'insecticides du stockage, puisque ces produits ont pu subir un traitement phytopharmaceutique raisonné au champ, mais ensuite, à partir du moment où le produit est récolté, il n'y a plus de traitement au stockage. La filière céréalière, de ce fait, souhaite répondre aux nouveaux défis qui se présentent et puis surtout répondre et satisfaire les demandes des consommateurs. Ces dernières années, on voit déjà des résultats positifs quant à la part de l'eau de céréales traitées. On le voit via l'enquête Arsan qui est menée par FranceAgriMer chaque année et on le voit surtout via deux indicateurs, l'un déclaratif et l'autre mesuré. Donc, chaque année, dans le cadre de cette enquête, entre 180 et un peu plus de 200 échantillons de blé tendre sont collectés par FranceAgriMer, qui proviennent de différents OS, organismes stockeurs sur toute la France. Et chaque échantillon est collecté en association avec un questionnaire qui va en fait décrire les pratiques subies par le lot ayant été échantillonné. Donc, si on commence par le premier indicateur, l'indicateur déclaratif, vous voyez sur le graphique à droite, en bleu, la part de l'eau pour lesquelles les opérateurs ont déclaré avoir effectué un traitement insecticide au stockage. On voit très clairement que cette part décroît, elle était de 35% en 2019, en 2022, elle n'était plus que de 14%. Et en effet, ces résultats sont confirmés par les résultats d'analyse de résidus d'insecticides qui sont effectués sur les échantillons. En moyenne, entre 2008 et 2015, on avait 57% de ces échantillons qui comportaient des résidus. En 2022, on en avait 32%. Alors, avant de parler du nettoyage, je voulais faire un rappel sur les principales espèces de ravageurs qui colonisent les stocks céréaliers en France. Donc, vous les voyez ici à l'écran. On retrouve notamment les différentes espèces de charançon, le capucin des grains. Vous avez aussi les triboliums et le sylvain dentelé, pour citer vraiment les plus fréquents. Alors attention, je voulais aussi préciser au passage que les noms communs sont trompeurs. Le charançon du riz, bien qu'il s'appelle comme ça, en fait est aussi le premier insecte trouvé sur blé et orge par exemple. Et ce que vous pouvez voir aussi à l'écran, c'est qu'on regroupe ces différentes espèces en deux catégories. Donc à gauche, les insectes à forme cachée, qu'on appelle aussi insectes primaires, et à droite, les insectes à forme libre, qu'on appelle aussi insectes secondaires. Qu'est-ce qui différencie ces deux catégories d'espèces? La première chose, ça va être leur source de nourriture. Les espèces à forme cachée sont capables de s'attaquer aux grains entiers pour se nourrir, alors que pour les espèces à forme libre, ils ont besoin de la présence d'impuretés dans les lots, autrement dit de grains cassés, brisures, débris, mais aussi poussière pour réussir à se nourrir et à se développer de manière optimale. La deuxième chose qui va changer, c'est le cycle de développement. Vous observez sur les schémas ici que pour la première catégorie, les espèces à forme cachée, on a au moins un stade de développement qui se fait directement à l'intérieur des grains de céréales. On voit notamment là le développement d'une larve de charançon sur la radiographie. À l'inverse, pour les espèces à forme libre, en fait, tout le cycle, tous les stades se font à l'extérieur des grains, mais toujours dans la masse stockée. Donc, ces éléments de biologie étant connus, vous comprendrez facilement que c'est quand même la première catégorie qui est la plus délicate à gérer puisqu'elle peut être plus difficile à détecter, mais aussi parfois à éliminer puisque le fait d'être caché à l'intérieur des grains leur confère une certaine protection. Maintenant, si on fait un petit panorama des méthodes de lutte intégrées qui sont possibles aujourd'hui.
On peut les regrouper en 3 catégories. La première catégorie, c'est la lutte chimique, dans laquelle on retrouve notamment les insecticides de contact, mais on l'a vu, leur utilisation est plutôt en déclin ces dernières années. On retrouve aussi la fumigation à la phosphine, qui est bien une méthode chimique, qui n'est pas autorisée en bio, mais qui a l'avantage de ne pas laisser de résidus sur les grains lorsqu'elle est bien appliquée. Et en plus, elle est pleinement efficace également sur les formes cachées à l'intérieur des grains. Ensuite, on a la lutte biologique qui correspond en fait à des lâchers de parasitoïdes, souvent des guêpes, qui sont capables de neutraliser des populations de ravageurs. Là aussi, on est sur une méthode qui peut être très efficace, qui est assez séduisante, mais comme on a recours à des organismes vivants, il faut quand même que les conditions soient bien adaptées pour que l'efficacité escomptée soit optimale. Et enfin, la dernière catégorie, la lutte physique, est celle qui regroupe le plus de leviers. On a notamment les poudres minérales, donc terre de diatomée, que vous connaissez certainement, bicarbonate de soude, mais aussi zéolite, que l'on utilise actuellement plutôt en traitement des locaux, bien que ce soit aussi autorisé en traitement des grains. On retrouve également le froid, donc le refroidissement des grains, qui reste vraiment la méthode de base pour réguler la vitesse de développement des populations d'insectes au stockage. À l'inverse, on a la chaleur, qui est, donc, autrement dit la thermodésinsectisation, qui peut être un moyen effectivement d'éliminer des populations d'insectes installées dans un lot stocké. On peut citer également les atmosphères modifiées, ce qui consiste à augmenter la teneur en CO2 dans le contenant des céréales stockées, ou bien à l'inverse à appauvrir l'air en dioxygène. Donc, dans les deux cas, on va avoir effectivement un effet insecticide et un effet du coup de régulation des populations installées. Et enfin, on en vient à notre nettoyage, donc il y a une méthode de lutte mécanique. Et aujourd'hui, on va en discuter les intérêts, les limites, et nous allons voir quelles applications sont possibles au stockage. Alors pour cela, je vous propose de suivre ce plan. Donc on va aborder en premier les effets indirects du nettoyage pour prévenir les infestations au stockage. Ensuite, à l'inverse, nous verrons les effets directs qu'apporte ce nettoyage sur les insectes adultes et aussi sur les formes juvéniles, selon que l'on a affaire à des espèces à forme cachée ou bien à forme libre. Et enfin, nous verrons et nous discuterons comment positionner le nettoyage dans un itinéraire, dans l'objectif de maîtriser une infestation en insectes primaires. Et cela, ce sera à travers la présentation de 2 essais que nous avons menés récemment à la plateforme Métiers du Grain d'Arbalis. Alors, pour commencer, par le positionnement du nettoyage des grains en tant que méthode de lutte préventive, en fait, on a divers arguments dans la littérature qui montrent effectivement que ça a un intérêt de positionner le nettoyage en tant que levier préventif de lutte. La première chose, c'est, on l'a vu lors du 2e webinaire, on va faire baisser la teneur en impuretés dans un lot. Donc, maintenant que vous connaissez la biologie des insectes secondaires, vous voyez qu'on va les priver de nourriture par ce nettoyage et du coup, on va ralentir le développement de ces insectes secondaires. Et en effet, on a des études qui montrent que teneur en impureté et vitesse de développement des populations de secondaires sont bien corrélées. Le deuxième point, et Jean-Yves Moreau vient de vous l'expliquer juste avant, c'est qu'encore une fois, en abaissant la teneur en impureté d'un lot, eh bien, on va améliorer les performances de ventilation, c'est-à-dire qu'on va refroidir plus vite son grain et du coup sécuriser plus vite son lot de toute infestation. Et le dernier point, donc là c'est Amélie Tanguy qui va vous expliquer comment ce phénomène peut avoir lieu, c'est que là encore une fois, en nettoyant le grain, on va optimiser l'efficacité des insecticides de contact qu'on aurait à appliquer. Donc maintenant que l'on a vu le positionnement du nettoyage et l'intérêt de positionner un nettoyage en tant que méthode préventive de lutte, on va s'intéresser au positionnement du nettoyage en tant que méthode de lutte curative et en premier lieu sur des insectes secondaires. En effet, on a une étude anglaise qui s'est intéressée à l'efficacité d'un nettoyeur séparateur plan de laboratoire, muni donc d'un système d'aspiration et de 3 grilles planes de tri, sur 2 espèces secondaires, le sylvain dentelé et le petit sylvain plat. Donc pour cela, ils ont infesté des lots de blé tendre avec 2 niveaux d'infestation avec ces espèces, un niveau qualifié de faible avec 30 insectes par kilogramme de blé, donc vous voyez que c'est quand même déjà considérable, et un niveau fort avec 200 insectes par kilogramme de blé. Ils ont laissé ces insectes proliférer durant 2 semaines pour générer aussi des formes larvaires.
Vous voyez qu'ils ont aussi testé 2 modalités de grille de criblage avec des perforations d'1 mm ou des perforations moins étroites de 2 mm de long. Et donc sur ce graphique, vous voyez du coup en ordonnée le taux d'abattement des insectes au cours de cet essai, sachant qu'ils l'ont déterminé à partir de prélèvements de grains avant et après nettoyage. Et vous voyez donc que pour toutes les modalités testées ici, en fait, on obtient 100% d'abattement des populations introduites. Donc du coup, on a bien une méthode de lutte curative qui est efficace contre les insectes secondaires, et cela même à de forts niveaux d'infestation. Alors, ils sont allés plus loin en observant finalement les différentes issues de leur nettoyeur pour essayer, et c'est ce que vous voyez sur le graphique ici, de caractériser en fait la part d'individus extraits dans les différentes issues. Donc, vous avez sur le graphique en violet la part d'insectes retrouvés dans les déchets légers d'aspiration, en vert la part d'insectes retrouvés dans les petites impuretés, et enfin en rouge la part d'insectes retrouvés dans les petits grains, donc les déchets de criblage. Et ce qu'on remarque sur ce graphique, encore une fois pour l'ensemble des modalités, c'est qu'on a la quasi-totalité, voire presque dire la totalité des individus qui est extraite via l'aspiration du nettoyeur. Donc c'est bien ce mécanisme, enfin ce procédé d'aspiration qui explique la très bonne efficacité du nettoyage sur les populations d'insectes secondaires, quel que soit leur stade de développement. Donc cette méthodologie nous a inspiré un autre essai à Arvalis en 2016, cette fois-ci sur des insectes primaires, le capucin des grains et le charançon du riz en l'occurrence. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a infesté des lots de 90 kg de blé dans des fûts que vous voyez sur la photo, avec ces deux espèces à hauteur de 5 insectes par kilogramme de blé. Ensuite, on a fait une première série de prélèvements dans les fûts, sur les lots infestés. On a nettoyé ces blés infestés à l'aide d'un nettoyeur séparateur plan Mini Petcus 200, muni d'une grille d'émotage à perforation longue de 4,5 x 20 mm et une grille de criblage avec des perforations de 2 x 20 mm. Le débit de nettoyage des grains était de 500 kg par heure. Et ensuite, pour finir, on a fait une deuxième série de prélèvements sur les blés nettoyés pour là aussi déterminer les taux d'abattement. Et donc, on a trouvé là aussi une très bonne efficacité avec 96,5% de capucins éliminés et 100% des charançons éliminés dans les lots nettoyés. Donc là aussi, on a voulu comprendre quel procédé du nettoyeur était responsable de l'élimination de ces insectes en observant la part d'insectes retrouvés dans les différentes issues du nettoyeur. Donc sur ces graphiques, vous avez pour les deux espèces, selon que les individus retrouvés étaient morts ou vivants, eh bien la part retrouvée dans les déchets d'aspiration en rouge, la part retrouvée dans les déchets d'aspiration mi-lourds en vert, et enfin la part d'insectes retrouvés dans les déchets de criblage en violet. Si on s'intéresse plutôt aux insectes vivants, qui sont quand même les plus problématiques lorsqu'ils persistent dans le eh bien, on voit qu'effectivement, là aussi, on a une bonne part de ces individus qui sont retirés via les déchets d'aspiration, mais on a quand même une part non négligeable de plus de 14% chez le capucin et de l'ordre de 10% chez le charançon qui sont extraits via les déchets de criblage. Et en effet, nos résultats concordent avec ceux de l'étude anglaise où vous voyez qu'en fait, il s'était aussi intéressé à une espèce primaire, le charançon des grains en l'occurrence. Et comme tout à l'heure, vous avez la part retrouvée dans les différents déchets sur ce graphique. Et ce que l'on peut observer, c'est que cette fois-ci, on a une part non négligeable de l'ordre de 10% qui est matérialisée en rouge, qui apparaît pour cette espèce sur le graphique et qui montre qu'effectivement, eux aussi, ont retrouvé cette part d'individus dans leurs déchets de criblage. Donc tout cela montre que finalement, le nettoyage des grains, c'est aussi un levier curatif très efficace pour retirer les adultes d'insectes primaires, mais cette fois-ci, il faut un nettoyage complet avec aspiration et criblage. Alors, vous comprendrez certainement que pour les formes juvéniles d'insectes primaires qui sont à l'intérieur des graines, ces deux procédés, aspiration et criblage, ne peuvent être efficaces pour extraire ces stades de développement des bons grains. Et pourtant, dans la littérature, eh bien, on sait qu'il y a différents phénomènes de l'ordre des impacts mécaniques que peuvent procurer finalement la manutention des grains ou bien les vibrations sur les grilles au nettoyeur. Eh bien, ces perturbations, elles peuvent en effet engendrer de la mortalité sur les formes cachées d'insectes primaires. Et cette perturbation, elle sera fonction de l'intensité et de la fréquence du choc,
mais aussi du stade de développement de l'insecte. Et en effet, on a certaines études assez anciennes qui se sont intéressées à la question. Donc si on prend le graphique de gauche pour commencer, on voit la mortalité de forme cachée du charançon des grains en fonction de la hauteur des chutes appliquées, matérialisées par la couleur défigurée sur le graphique, et en abscisse en fonction de la fréquence d'application de ces hauteurs de chute par mois. Donc soit 8 fois par mois, soit quasi quotidiennement, finalement 28 fois par mois. Si on prend par exemple les points en rouge qui correspondent à une hauteur de chute de 1,73 m, on voit que si on applique 8 fois ces chutes dans le mois, on frôle les 75% de mortalité chez ces formes cachées. Et en revanche, si on produit ces chutes quasi quotidiennement, à ce moment-là, on atteint une efficacité quasi totale sur les formes cachées du charançon des grains. Sur le graphique de droite, on voit que si on augmente cette hauteur de chute en abscisse à 11 mètres, pour les points les plus à droite du graphique, et que du coup on abaisse la fréquence, et bien finalement une application de 2 fois ces chutes de 11 mètres par mois est suffisante pour obtenir 76% de mortalité chez les formes cachées du charançon du riz. Donc ces éléments ont mené Arvalis à conduire 2 essais de plus longue durée pour finalement tester le contrôle des infestations en charançon du riz par le nettoyage répété des grains. Donc un premier essai a eu lieu en 2018 pour lequel l'objectif était déjà de démontrer l'effet de différentes fréquences de passage des grains au nettoyeur séparateur pour gérer et réguler la descendance de charançon du riz. Et le deuxième essai, en 2021, cherchait à positionner ensuite le nettoyage régulier des grains, là aussi en testant différentes fréquences, dans un itinéraire technique, mais cette fois-ci en combinant nettoyage et refroidissement des grains. Donc commençons par voir le premier essai effectué en 2018. En fait, on a infesté des cellules d'environ 300 kg de blé, que vous voyez sur la photo, alors c'est peut-être un petit peu petit, avec des charançons du riz, avec une densité de 2 insectes pour 10 kg de blé. Donc vous voyez qu'on est pour commencer sur une densité relativement faible, mais on a laissé ces adultes proliférer durant 10 semaines de manière à générer différents stades de développement dans les graines. À l'issue de cette phase de reproduction des insectes en conditions naturelles, mais plutôt optimales, on va y revenir juste après, on a pu débuter la phase de nettoyage qui s'est étendue à 8 semaines. Et durant ces 8 semaines, on a testé 5 fréquences de nettoyage des cellules. 3 nettoyages par semaine, 2 par semaine, 1 par semaine, 1 toutes les 2 semaines ou pas de nettoyage du tout, c'est-à-dire les témoins. On avait 3 répétitions pour chaque fréquence testée. Les cellules étaient nettoyées à l'aide à nouveau de ce nettoyeur mini Petcus 200 muni d'une grille de criblage à perforation de 2 x 20 mm, une grille d'émotage de 4,5 x 20 mm remplacée par une grille avec des perforations rondes de 10 mm. Pourquoi? Pour en fait éviter de générer trop de freins durant l'essai. Et le débit grain était de 500 kg par heure. Durant cette phase de nettoyage, nous avons effectué des prélèvements de grains à la canne-sonde dans les cellules, chaque quinzaine, le prélèvement 0 ayant eu lieu juste avant de démarrer les nettoyages. Pour chaque prélèvement, on a fait une première détermination, observation pour voir la densité de charançon adulte dans les cellules le jour du prélèvement. Ensuite, les échantillons étaient laissés en incubation 42 jours en conditions optimales, de manière à pouvoir faire un deuxième comptage d'émergence qui, du coup, reflétait la densité de formes cachées le jour des prélèvements. Donc d'abord, si on s'intéresse au suivi des températures dans les grains durant l'essai, puisqu'on ne peut pas étudier en fait une vitesse de développement de population d'insectes sans parler de température, vous voyez que durant tout l'essai, où les cellules étaient finalement en conditions naturelles, mais optimales pour la prolifération des charançons. En effet, des semaines 1 à 3, en moyenne, les grains étaient entre 25,6 et 27,6 degrés. Et ensuite, des semaines 4 à 8, la température a légèrement chuté en moyenne, on était entre 20,6 et 24 degrés, mais dans tous les cas, on est vraiment dans des conditions optimales et particulièrement favorables à la prolifération des charançons. Maintenant, si on regarde les densités d'insectes dans cet essai, vous voyez ici représenté le nombre de charançons du riz ramenés au kilogramme de blé prélevé en ordonnée, donc c'est bien des densités d'adultes que l'on a suivies au fil de l'essai, pour les différents prélèvements effectués au fil de l'essai, des semaines 0 jusqu'à la semaine 8,
Et vous voyez en abscisse les différentes modalités de fréquence de nettoyage. Un nettoyage toutes les 2 semaines, un nettoyage chaque semaine, 2, 3 nettoyages par semaine, ou les témoins non nettoyés. Alors, le premier constat, c'est que si on s'intéresse à la semaine 0 avant de débuter les nettoyages, on voit apparaître les mêmes lettres au-dessus des différentes fréquences, ce qui signifie qu'en fait, les densités de charançon adulte étaient bien homogènes d'après le test statistique de Tukey avant de démarrer les nettoyages, donc ce qui est un bon point. Ensuite, on voit qu'en semaine 2, on voit apparaître une lettre différente chez les témoins non nettoyés, ce qui signifie que là, on avait significativement plus d'adultes dans ces cellules non nettoyées. Et lors des semaines suivantes, on voit que finalement, ce sont les fréquences les plus élevées de 2 et 3 nettoyages par semaine qui ont permis à chaque fois d'obtenir la meilleure efficacité de régulation des populations d'adultes de Charançon-du-Riz. Alors, en semaine 8, on voit qu'on a eu une explosion chez les témoins non nettoyés, ce qui fait que statistiquement, avec cette forte variabilité, on n'a plus de différence significative avec les autres modalités. Mais quand même, si on s'en réfère aux densités relevées, on est à moins de 10 insectes par kilogramme de blé dans les cellules nettoyées 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est bien moindre que les témoins non nettoyés. Maintenant, si on regarde cette fois-ci les densités en forme cachée, donc déterminées après incubation des échantillons, on voit là aussi qu'en semaine 0, avant de démarrer les nettoyages, on avait des populations homogènes entre cellules. Et les semaines suivantes, si on met à part la semaine 4, le prélèvement fait en semaine 4, donc si on regarde semaine 2, 6 et 8, on voit que là, c'est vraiment la modalité avec la fréquence de nettoyage la plus importante, 3 nettoyages par semaine, qui a permis le meilleur contrôle des populations de forme cachée de Charançon-du-Riz. En semaine 4, on voit qu'il y a eu un pic de ponte vraisemblablement, ce qui a entraîné pas mal de variabilité dans les cellules et du coup, ça a gommé temporairement les différences entre modalités. Donc dans ce contexte, très favorable à la prolifération des charançons, on voit qu'il faut quand même nettoyer de manière très répétée les cellules pour réussir à contrôler, maîtriser les populations d'adultes comme de forme cachée de Charançon-du-Riz. C'est pourquoi dans le deuxième essai, on a voulu s'intéresser à des fréquences de nettoyage un petit peu moins contraignantes, bien qu'elles le restent certainement, et en combinant finalement nettoyage des grains et refroidissement des grains. Donc vous voyez qu'on a mis en place une méthodologie assez similaire à l'essai de 2018 en infestant les mêmes cellules d'environ 300 kg de blé avec 2 charançons du riz pour 10 kg de blé. Mais cette fois-ci, on les a laissés générer des formes cachées durant 3 semaines seulement. Ensuite, on a mis en place des pièges dans les cellules parce qu'en fait, on voulait démarrer la phase de nettoyage plus tôt, dès que les infestations pouvaient être détectées par piégeage dans les cellules, en fait, pour reproduire un cas terrain où on a de la surveillance et donc on va utiliser un levier curatif dès qu'on détecte les infestations. Et dans notre cas, dans cet essai, en fait, une seule semaine de piégeage a suffi à détecter les infestations dans les différentes cellules de l'essai et du coup à démarrer la phase de nettoyage. Pour cet essai aussi, c'était une phase de nettoyage de 8 semaines avec 4 fréquences testées, un nettoyage par semaine, un nettoyage par quinzaine, un nettoyage par mois ou bien aucun nettoyage qui correspond encore à notre témoin. Alors, avant de démarrer cette phase de nettoyage, en fait, on a transférer nos cellules de blé infestées dans une salle régulée en température et hygrométrie, donc pour abaisser la température des grains à 20 degrés. Ensuite, je vous le disais, donc on a fait effectivement ces différents nettoyages avec ces différentes fréquences. Durant cette phase, on a là aussi fait les prélèvements chaque quinzaine pour détermination de la densité en adultes et en forme gâchée de Charançon-du-Riz. À l'issue de ces 8 semaines de nettoyage, on a refroidi le grain à 12 degrés dans les cellules, de manière à reproduire finalement le deuxième palier de ventilation classiquement appliqué au stockage. Et suite à cela, on a voulu reproduire un cas terrain où on a un printemps qui suit le refroidissement des cellules et du coup on a sorti nos cellules pour les remettre en conditions naturelles et laisser le blé se réchauffer naturellement, progressivement dans notre plateforme de stockage.
Durant cette phase de réchauffement des grains, on a fait des prélèvements à la canne-sonde, on a continué ces prélèvements à la canne-sonde, mais à une fréquence plus accrue, puisque chaque semaine, au lieu de chaque quinzaine, pour étudier la reprise éventuelle des populations d'insectes. Alors là aussi, si on commence par regarder les températures, on voit très clairement les 3 premières semaines durant lesquelles les charançons adultes introduits ont pondu, où on était en conditions optimales pour leur prolifération. On voit le premier palier de ventilation, on a abaissé les grains à 20 degrés. Les cellules étaient maintenues dans la salle en conditions contrôlées à 20 degrés, et vous observez des décrochages assez brefs qui correspondent en fait au nettoyage des cellules, puisque le nettoyeur, lui, n'était pas en salle régulée. Ensuite, à la fin de ces 8 semaines de nettoyage, vous avez la chute de la température des grains à 12 degrés, qui correspond au deuxième palier de ventilation. Et enfin, vous voyez ici la courbe de température durant le réchauffement des grains en conditions naturelles. En ce qui concerne les densités d'insectes dans ce deuxième essai, vous avez comme précédemment ici les densités de charançons adultes pour commencer, donc ramenées au kilogramme de blé prélevé. Donc, comme pour l'essai précédent, on démarre bien l'essai avec des populations d'adultes homogènes entre cellules avant la phase de nettoyage. Elles le restent les semaines suivantes, et c'est seulement en semaine 6 que là on commence à avoir des différences de densité significatives selon la fréquence de nettoyage appliquée. Et on voit effectivement jusqu'à la semaine 12 de l'essai que c'est la modalité d'un nettoyage par semaine qui est la seule qui permet de maintenir en fait la densité d'adultes en dessous du seuil de détection OTAMI à 2 insectes par kilogramme. Maintenant, si on s'intéresse aux formes cachées de charançon lors de cet essai, le constat est un petit peu le même que pour les adultes. Donc on a bien des populations de formes cachées homogènes avant de démarrer les nettoyages, qui le restent quelques semaines. Et ensuite, là aussi, on voit apparaître des différences significatives entre fréquences de nettoyage. Et à nouveau, c'est vraiment le nettoyage par semaine qui permet d'avoir un bon contrôle et une bonne régulation des populations de formes cachées de charançon dans cet essai. Donc on voit qu'il faut quand même une fréquence accrue de nettoyage, même en combinant ça avec le froid. Et maintenant, si on s'intéresse à la surveillance qui a été faite post-nettoyage, pendant le réchauffement des grains, vous avez dans la deuxième colonne de ce tableau la semaine à laquelle on a eu une détection dans l'ensemble des cellules d'une modalité de la présence de charançon. Vous voyez que le nettoyage mensuel n'a pas permis de retarder la détection par rapport aux cellules témoins non nettoyées. En revanche, le nettoyage chaque quinzaine a permis de retarder de 5 semaines la détection des infestations, et le nettoyage chaque semaine a permis de gagner 7 semaines. Donc c'est quand même intéressant, on voit que le contrôle dure un petit peu post-nettoyage. Et le deuxième constat, si on regarde la colonne suivante, c'est la densité de charançon adulte retrouvée au tamis ces semaines de détection. Et on voit que finalement, pour les fréquences les moins nettoyées ou non nettoyées, la reprise des populations est d'autant plus importante lors du réchauffement des cellules. Donc en conclusion, il faut retenir que le nettoyage, c'est bien un levier sur lequel il est possible de compter dans un itinéraire de lutte intégrée, aussi bien en tant que méthode de lutte préventive que méthode de lutte curative. En particulier contre les insectes secondaires, on a vu que c'était très efficace aussi bien préventif qu'en curatif. Pour les insectes primaires à forme cachée, on a vu que le nettoyage permet de réduire immédiatement la population d'insectes adultes, mais il faut bien un nettoyage complet. Pour leur forme cachée, on a vu que c'est un travail un peu plus endurant pour lequel il faut vraiment, au cours duquel il faut vraiment répéter les nettoyages, et en plus ça ne peut marcher sans combiner le nettoyage avec le refroidissement des grains. Et un point de vigilance, c'est la gestion des issues du nettoyeur qui peuvent concentrer de fortes densités d'insectes, et donc il ne faut pas tarder à les évacuer. Voilà. Bonjour à tous, nous arrivons maintenant à la dernière présentation de ce webinaire où nous allons parler de l'effet du nettoyage sur les résidus d'insecticides. Au stockage, pour lutter contre les insectes, on peut utiliser des insecticides de stockage, enfin des insecticides de synthèse, sachant qu'actuellement, il y a une attente des consommateurs, une inquiétude en fait vis-à-vis de leur alimentation, où ceux-ci voudraient tendre vers le zéro résidu de pesticides. Donc Marine vous a présenté tout à l'heure plusieurs labels, notamment le label zéro résidu, qui tend, en diminuant les limites tolérées de résidus, à aller vers de moins en moins de ces résidus.
Dans les céréales, on trouve fréquemment plusieurs substances actives. Par exemple, Marine mentionnait l'enquête France-Agrimaire selon laquelle 32% des échantillons de blé contenaient des résidus d'insecticides en 2022. Néanmoins, il est rare que les seuils réglementaires soient dépassés. Un nouveau type d'insecticide apparaît sur le marché. Il s'agit des poudres minérales qui peuvent être d'éther de diatomée ou encore des éolytes, par exemple, ou encore du bicarbonate de soude. Ces poudres minérales sont utilisées comme insecticides, mais le traitement a un impact sur la qualité du grain, et en particulier sur le PS. Dans les deux cas, le nettoyage paraît une solution intéressante pour retirer les résidus, que ce soit les résidus des insecticides de synthèse ou les résidus de poudre minérale. Et dans ce cas, l'idée du nettoyage serait d'améliorer la qualité du grain. Dans le cas des insecticides de synthèse, les impuretés absorbent une part importante des substances actives, ce qui pose la question de l'efficacité des traitements, mais aussi qui laisse penser que le nettoyage pourrait être efficace pour retirer les résidus en même temps qu'il retire les impuretés. La question de l'efficacité des traitements et celle de l'efficacité du nettoyage pose la question de la place du nettoyage dans l'itinéraire technique. Est-il préférable de nettoyer plutôt avant le traitement ou alors au moment de l'expédition, une fois que le grain a déjà été traité? Le fait que les substances actives soient présentes dans les impuretés et donc dans les poussières pose aussi la question de l'exposition des travailleurs. Et pour ce qui est des poudres minérales, là on a un objectif, donc comme je le disais, qui est de nettoyer pour regagner la qualité qui a été perdue par le traitement. C'est des poudres qui ne sont pas non plus sans danger pour les opérateurs, puisqu'elles ont des propriétés abrasives et peuvent s'attaquer notamment aux poumons. Dans une première partie, on va parler de la relation entre les impuretés et l'efficacité d'un traitement insecticide. Donc on fera un petit peu d'histoire en fait, pour voir comment on a pu montrer que les impuretés avaient un impact sur l'efficacité d'un traitement insecticide et les conséquences qu'on peut en tirer pour le nettoyage. Ensuite, on verra si le nettoyage est efficace pour faire baisser la teneur en pesticides de synthèse. Donc là, on a une expérimentation qui a été faite sur le sujet. Et dans une troisième partie, on s'intéressera au cas des poudres minérales et on essaiera de voir si le nettoyage permet de les éliminer. C'est en 1983 qu'une expérience a été réalisée avec du blé traité avec du malathion. Le malathion avait été rendu radioactif avec du carbone 14, ce qui permettait de tracer son devenir au cours du stockage. En l'occurrence, c'était un stockage dans un contenant hermétique pendant 2 mois à une température de 26 degrés. Et dans cette expérience, plusieurs niveaux de brisure ont été testés de 0 à 10%, si bien qu'à la fin, les chercheurs ont séparé le grain et les brisures, par tamisage en fait, et ont analysé, en fait, suivi la radioactivité dans chacune de ces fractions, pour savoir où le malathion se retrouvait préférentiellement. Cette expérience a montré que la dégradation des pesticides était plus importante en présence d'impuretés, c'est-à-dire qu'on retrouvait davantage de malathion dans les fractions gazeuses, donc les composés volatiles et le CO2. Et ce que les chercheurs ont conclu à cette époque, c'est que le nettoyage avant le traitement pouvait donc améliorer son efficacité. Une deuxième conclusion de cette expérience, c'est que les brisures absorbent une quantité importante de malathion, plus importante que le grain par rapport au poids qu'elles représentent. Et dans ce cas, ça suggère que le nettoyage pourrait retirer les particules qui ont absorbé le produit, enfin les particules où le produit est préférentiellement absorbé. Cette hypothèse a été vérifiée par la suite dans une expérimentation qui portait cette fois sur du pyrimifos méthyle et de l'étrimphos, avec 2 formulations différentes. Cette expérimentation a toujours été réalisée sur du blé, donc des échantillons qui faisaient 0,5 kg, avec environ 1,6% d'impureté. 2 doses différentes pouvaient être appliquées pour chaque molécule et pour chaque formulation. Et dans chaque cas, on mesurait les teneurs en résidus de pesticides après le traitement, puis après une opération de tamisage sur le même échantillon. Enfin, sur un sous-échantillon provenant du même échantillon.
Cette expérience a montré que dans tous les cas, on a bien des teneurs en résidus de pesticides qui sont inférieures après le tamisage, donc le tamisage a bien un effet sur les résidus, et que cet effet dépend à la fois de la formulation, de la molécule, de la formulation et aussi de la dose appliquée. En particulier, on peut remarquer que dans le cas de l'étrimphose sous forme de composé émulsifiable, on a une réduction qui est plus importante que dans les autres cas de figure, qui est de 23 à 24%, et ce, quelle que soit la dose. Pour les autres, le cas des poudres, on a un effet important de la dose, et on remarque que dans le cas des doses les plus élevées, on a toujours un effet significatif, alors que les doses les plus faibles, on a certes un effet, mais qui n'est pas significatif. Voilà, donc pour résumer, on a bien une efficacité du nettoyage sur les résidus de pesticides, et c'est une efficacité qui dépend de la substance active, de la formulation et de la dose appliquée. Pour récapituler cette première partie sur les insecticides de synthèse, l'expérimentation de Madame Anderegg nous a permis de faire deux constats. Le premier, c'est que les impuretés absorbent une part importante du produit. Et la conclusion, ça va donc être que le nettoyage avant de traiter peut améliorer l'efficacité du traitement. Et aussi que le nettoyage avant expédition pourrait retirer les résidus de pesticides. Le deuxième constat, c'est que les impuretés favorisent la dégradation du produit en cours de stockage. Et là, ça rejoint la première idée qui serait de nettoyer avant le traitement pour améliorer son efficacité. Pour ce qui est de notre sujet du jour, donc l'efficacité du nettoyage sur les résidus de pesticides, on a vu à travers l'expérimentation d'Armitage que ça dépendait à la fois de la substance active, de la formulation et de la dose appliquée. On va maintenant voir le cas des poudres minérales. Donc là, il est généralement observé que le traitement du grain va modifier à la fois son apparence et faire baisser le poids spécifique, ce qui a donc un impact sur la commercialisation du grain et sur les process industriels derrière. Sur ces photos, vous pouvez voir du blé avant le traitement, donc il est déjà placé dans la mélangeuse et puis on a mis la poudre, c'est la terre de diatomée, sur le grain avant de pratiquer le mélange. Et vous avez le résultat en sortie de mélangeuse. Donc la photo est floue parce qu'en fait, il y a la poussière qui se dégage, celle de la terre de diatomée. Et vous voyez que le grain a pris une coloration gris blanchâtre qui est différente de sa couleur habituelle. L'objectif du nettoyage, ce serait donc de voir si on peut retrouver à la fois l'aspect initial du grain et remonter son poids spécifique. Arvalis a réalisé un essai dans cet objectif qui portait sur des sacs de blé de 25 kg, dans lesquels nous avons mesuré les poids spécifiques, les teneurs en eau et en matière minérale, avant le traitement, après le traitement et après le nettoyage. Le produit utilisé dans ce cadre était le silicosec, qui est un produit à base de terre de diatomée. Dans cet essai, nous avions au départ deux lots différents, dont l'un avait un PS de 81 kg par hectolitre et l'autre de 70 kg par hectolitre. Et ces deux lots ont permis de constituer donc à la fois des sacs témoins qui n'ont pas été traités au silicosec et des sacs qui ont été traités au silicosec avec la dose homologuée de 2 kg par tonne. On a fait varier aussi le débit d'alimentation du nettoyeur séparateur et en répétant 3 fois chaque combinaison de l'ensemble de ces modalités, nous avions en tout 24 sacs nettoyés. Le résultat, c'est que le poids spécifique après le traitement a diminué de 6 à 7 kg par hectolitre. La diminution est plus marquée lorsque le PS de départ est élevé. Et après nettoyage, pour les lots traités, on a observé un gain de PS de 0 à 1,5 kg par hectolitre qui est nettement inférieur à ce qu'on a perdu. Autrement dit, le nettoyage ne compense pas la diminution de PS qui est liée au traitement. Au passage, on peut remarquer que dans le cas du lot B, qui avait un PS de départ plus bas que celui du lot A, le gain de PS après le nettoyage a été plus élevé, ce qui est tout à fait cohérent avec la présentation que vous a fait Madame Crépon lors d'un précédent webinaire où on s'intéressait à l'effet du nettoyage sur le PS. Et pour ce qui est de l'aspect du grain, on n'a pas observé de modification. Après le nettoyage, il a gardé son aspect gris blanchâtre, donc la couleur très différente de la couleur habituelle. Pour conclure,
On a vu que concernant les insecticides de synthèse, il y avait des mécanismes d'adhérence aux impuretés et aussi que les impuretés, et notamment les grains brisés, pouvaient favoriser la dégradation des produits en cours de stockage. L'expérience qui a été faite sur le nettoyage, en l'occurrence c'était un tamisage, a montré que le nettoyage pouvait être une solution pour diminuer les teneurs en résidus, mais que l'efficacité de cette solution allait dépendre de la substance active, de la formulation et de la dose. Ensuite, pour les terres de diatomée, on a vu que le nettoyage ne permettait pas de retrouver le PS d'avant le traitement et qu'il ne modifiait pas non plus l'aspect du grain traité aux terres de diatomée. Donc, on a vu au cours de ces 3 interventions les différents intérêts, mais aussi les différentes limites du nettoyage des grains dans un itinéraire de lutte contre les ravageurs. Si on devait retenir quelques points clés sur ces 3 interventions, on pourrait dire d'abord que le nettoyage des grains permet d'améliorer l'efficience de la ventilation, dont on sait qu'elle est le socle de la conservation des grains. Et le point le plus notable qu'a présenté Jean-Yves, c'est qu'il améliore l'homogénéité des vitesses d'air et donc l'homogénéité du refroidissement des grains stockés, qui aura un effet direct sur le développement des populations d'insectes. On a vu également avec l'intervention de Marine que le nettoyage constituait un levier dans la lutte contre les insectes, qui pouvait être à la fois préventif et curatif, mais malheureusement son efficacité reste partielle, notamment sur les formes primaires, en raison de la présence de formes cachées. Donc il faut pouvoir, le cas échéant, combiner ce levier avec une autre méthode de lutte en cas de présence d'insectes primaires. Et dernier point, avec l'intervention d'Amélie, on a vu qu'en cas d'utilisation de traitements phytosanitaires, traiter les grains permettait d'améliorer le traitement et que nettoyer des grains traités permettait aussi de réduire la teneur en résidus d'insecticides liquides. Par contre, quand on avait traité des grains avec de la poudre inerte, le nettoyage ne permettait pas de regagner les points de PS perdus en raison du traitement.